Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Achille Free. Aujourd'hui, et comme d'habitude, nous allons parler de notre pays, le Bénin. Nous allons surtout parler de l'état de droit, de l'état de notre justice en général, de notre démocratie qui avait toujours été enviée par les autres et qui est dans l'état dans lequel ça se trouve actuellement. D'accord? Je préfère ne pas mettre un commentaire, mais vu que je ne suis pas un spécialiste du domaine, j'ai voulu inviter pour vous quelqu'un qui se connaît en la matière, un habitué de la maison justice au Bénin, qui va essayer de nous expliquer, de répondre à certaines questions, de nous donner son point de vue sur notre démocratie, sur l'état de droit au Bénin. Alors, je vais lui demander de bien vouloir se présenter. Cher invité, bonjour. Bonjour Achille Free. Comment allez-vous? Je me porte bien. Vous voudrez bien vous présenter à nos internautes. Je m'appelle Essowe Batamoussi, Okay. ancien juge à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. OK. Et depuis sa création en 2018 jusqu'au 1er avril 2021, date de mon départ en exil. OK. Déjà, soyez les bienvenus sur notre chaîne. Nous sommes très heureux de vous avoir. Nous avons entendu un mot tout de suite et puis je voudrais qu'on commence rapidement par là. Donc, vous nous confirmez que vous êtes en exil, c'est ça? Oui, je suis actuellement en exil sur le territoire français. OK. On ne va pas vous demander comment on se sent quand on est en exil parce que loin de chez soi, on peut déjà imaginer. Ce n'est pas le but de notre émission du jour. Mais déjà, vous pouvez nous rassurer que vous allez bien? Je me porte bien et par la grâce de Dieu, je me porte très très bien. OK. Donc, la maison ne vous manque pas. Ah, mais la maison, elle me manque, le pays me manque Je vois. et j'ai envie de retrouver ma terre natale et de retrouver les amis et de retrouver ma famille. Ça, c'est vrai. Dans ma langue, on dit Adjole Dumbile, et quelle qu'en soit la beauté de là où l'on vit, ça ne peut jamais se comparer à notre pays, à notre maison. Oui, 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 c'est exact. Ok, d'accord, merci beaucoup. Alors, comme cela, ce n'est pas le but de notre entretien de ce jour, je voudrais déjà vous poser la question suivante. Monsieur le juge, dites-nous, quelle observation faites-vous, une observation générale de l'état de notre démocratie aujourd'hui, de l'état de notre justice au Bénin? Je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette invitation. Ok. C'est un honneur de pouvoir parler aujourd'hui d'un sujet qui touche directement chaque Béninois. Sa voix dans l'urne, son droit à une justice libre et l'avenir de notre démocratie. Merci. Ce débat, je veux dire, ce n'est pas le mien, c'est Ok, celui du peuple entier. je vois. Donc, par rapport à votre question, je dirais que la justice béninoise se porte mal, D'accord. très mal. Wow. D'accord. J'avoue que je suis un peu choqué parce que, bon, nous avons quand même des institutions qui fonctionnent très bien, hein, que ce soit la CRIET que vous avez quittée, comme on appelle les institutions, d'après les commentaires, surtout de ceux qui sont proches du gouvernement, les institutions au Bénin sont encore indépendantes. Hein. C'est pas votre avis? J'espère que vous vivez au Bénin, hein, Monsieur Achille. D'accord. Et Je préfère que, garder cela confidentiel. bon, d'accord, mais vous avez quand même, chaque jour que Dieu fait, des informations venant du Bénin. Ça, c'est vrai. Donc, je vais quand même répondre à votre question en disant que euh, tout est factuel, hein. Il suffit de regarder, pour dire qu'une justice va bien, il faut d'abord commencer par l'organe même
qui gère la destinée de la justice, le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature. Oui, le Conseil supérieur de la magistrature. Et oui, qu'est-ce qu'on peut constater, c'est que ce conseil est présidé par qui? Par le chef de l'État, avec OK. le ministre de la Justice en vice-président. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait tout simplement dire que c'est l'exécutif qui contrôle les nominations et les sanctions des magistrats. C'est Je vois. comme si un joueur choisissait l'arbitre du match. Vous savez que généralement, les grandes infractions sont commises par qui? Par l'exécutif et les membres de l'exécutif. Donc, Je vois. il ne faut pas s'attendre à avoir une justice indépendante lorsque c'est le chef de l'État lui-même qui préside le Conseil supérieur de la magistrature. Vous comprenez déjà que l'indépendance de la justice est dès lors compromise. OK, mais monsieur le juge, bien sûr, avec votre respect, je pense que nos cadres, nos intellectuels savent très bien qu'après leur nomination, ils doivent travailler de façon indépendante. C'est-à-dire, quel qu'en soit celui qui les a placés, quel qu'en soit celui qui les a nommés, une fois qu'ils arrivent à ce poste, ils ne lui doivent plus rien. Ils doivent tout à la justice et à la légalité des lois qui sont votées, de tous les actes qui sont pris ça et là. Il ne lui est plus redevable, n'est-ce pas? C'est très beau de le dire ainsi, mais dans les faits, lorsque vous avez cet organe-là qui gère la discipline, qui gère votre avancement et qui peut prendre des sanctions contre vous, et je pense qu'il n'est pas donné à tout le monde d'être courageux et d'être libre et de prendre ses décisions en toute liberté. Donc, ce que moi j'ai pu constater, c'est que, eu égard à cette situation, la plupart des magistrats sont devenus tout simplement dociles et ils ne font que faire la volonté de l'exécutif. C'est votre sentiment. Ce n'est pas un sentiment, ça se voit. Ça Ça se se voit. voit dans les actes qui sont toujours posés à la criette, tout comme dans d'autres juridictions. OK. En fait, si je pose cette question, c'est parce que j'ai des amis qui ont fait le droit à l'université, mais parfois, quand certaines décisions sont prises, quand je les contacte, je leur demande, mais écoutez, qu'est-ce que vous vous dites par rapport à ça? C'est à croire que ça ne ressemble pas du tout aux coups qu'ils ont reçus. Et c'est-à-dire, en fait, eux-mêmes qui sont du domaine, ils sont carrément étonnés. Alors que nous savons très bien que la justice est le dernier rempart de la démocratie. Et lorsque ce rempart-là tombe, c'est l'état de droit qui s'effondre carrément. Alors, aujourd'hui, nous avons appris certaines choses. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans nos prisons aujourd'hui, mais qui malheureusement s'y sont retrouvés, c'est-à-dire qui ont été condamnés sans même avoir eu l'assistance d'un avocat commis d'office par l'État. C'est ce que nous, on connaissait. Donc, est-ce que, bon, c'est la norme? Est-ce que ce n'est pas obligatoire? Bon, parce que, bon, en fait, ça, ce côté-là, il y a beaucoup de Béninois qui voudraient comprendre. Oui, bon, je dirais tout simplement que une bonne justice, c'est le respect de la procédure. C'est OK. d'abord ça. OK. Et une bonne justice, c'est le respect de la présomption d'innocence, ce qui OK. n'est pas le cas actuellement dans nos juridictions. Je vois. Et une bonne justice, c'est beaucoup d'éléments. Je vois. Est-ce que ces éléments-là sont respectés? Et quand je prends surtout le cas de la criette, non. Et par exemple, quand on arrête sans mandat, quand les avocats ne peuvent pas défendre, quand les juges, un certain nombre de juges, tels que moi, fuient le pays, parce qu'il y a ingérence de l'exécutif dans les affaires judiciaires, et ce n'est plus de la justice, c'est tout simplement du règlement de compte, je vais dire. OK. Malheureusement, il faut Et quand l'admettre. même pas Oui, je vous écoute, oui. monsieur le juge. Les cas d'arrestation arbitraire, vous les connaissez? OK. Si nous Je voulais prenons le surtout cas en de parler. Oui, je voulais surtout en oui, parler. Oui. Déjà, dites-moi, parce que vous avez dit à sa création, à la création de cette cour spéciale appelée la Criette, vous étiez là. C'était en 2018. Et vous êtes parti de la cour en 2021. Ça veut dire que vous étiez là quand il y a eu l'affaire Sébastien Adjavon. Vous étiez là quand il y a eu l'affaire, si je ne me trompe pas, Joël Aïvor, Eric Amadougou.
Dites-nous déjà, est-ce que vous confirmez cela? Vous étiez là? Vous étiez à la Crayette? Oui, j'étais à la Criette pendant les affaires de Sébastien Ajabon et de Rikiatou Madougou. Et quelque peu pour jouer la Ivoire, j'ai quitté avant que la décision ne soit rendue. Ils soient rendus. Alors, déjà, avant même de parler de ceux-là, dites-nous déjà pourquoi vous avez quitté la Crayette. Les Béninois voudraient savoir pourquoi vous êtes parti de la Crayette. Moi, j'ai quitté. Oui, moi, je suis parti de la Criette tout simplement parce que, qu'à un certain moment donné, je ne pouvais plus supporter les ingérences de l'exécutif dans les affaires en cours au niveau de la Criette. Et je tiens à préciser d'abord que j'étais juge au niveau de la Chambre des libertés de la détention. Cette OK. chambre-là qui décide des détentions préventives et qui gère donc les détentions préventives. Je vois. Donc, à un certain moment, j'ai dit, niet, ça va. Ma conscience me dérangeait et je ne pouvais donc pas continuer par supporter les instructions de garde des Sceaux par rapport à certains dossiers dans lesquels il voudrait coûte que coûte qu'on place en détention certaines personnalités. Et donc, je me suis dit que, bon, moi, ça va, je ne supporte plus, je vais devoir partir. Et c'est ainsi que je suis parti. Donc, si je comprends bien, vous nous confirmez aujourd'hui que vous avez reçu des instructions de l'exécutif. Il y a eu une ingérence de l'exécutif dans la justice. Ça, c'est sans commentaire, c'est ce que j'ai dit. Ok, d'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, revenons maintenant à l'affaire Sébastien Adjavon. Juste une parenthèse. Nous avions constaté que, d'abord, parce que moi, je suis un néophyte de la justice, je ne m'y connais pas du tout, mais il y a des choses que j'ai vues que je n'avais jamais vues auparavant. Alors, je voudrais comprendre. Alors, dites-moi, voilà une affaire, par exemple, qui avait été jugée par le tribunal de première instance de Cotonou. D'accord? C'était une affaire qui était jugée, classée, et puis c'était bien. C'était fini. Mais bizarrement, à la création de la Criette, cette affaire qui était déjà jugée a été ramenée à la Criette pour être rejugée. Mieux, après qu'on ait jugé cette affaire à nouveau, Sébastien Adjavon a été condamné par cette cour et il était même obligé de partir parce qu'apparemment, il a compris qu'il n'était plus en sécurité, contrairement à ce monsieur qu'on avait vu qui était tellement déterminé au départ, qui était allé parce qu'il n'avait rien à se reprocher, qui avait même fait des conférences de presse. Mais on a vu que subitement, il a dû fuir le pays. Voilà, il faut utiliser les mots les mots tels quels. Il a dû fuir le pays. Et mieux, toujours comment on appelle, dans la même période, la Cour africaine des droits de l'homme, une cour à laquelle nous avons souscrit librement, a prononcé un autre verdict, toujours dans cette affaire-là. Alors que nous savons que cette justice-là est supranationale, c'est-à-dire que cette décision surplombe les décisions de notre justice. Je ne sais pas si je me trompe. Donne-nous un peu d'éclaircissement par rapport à ça, parce que c'était carrément la confusion, en fait. Donc, s'agissant donc du cas de Sébastien Ajavon qui a été jugé à nouveau devant la Criette, je dirais qu'il y a un principe de droit qui interdit qu'une personne soit jugée pour les mêmes faits une seconde fois. Donc, personnellement, je dirais qu'il s'agit là de quelque chose de contraire au principe de droit et que logiquement, la Cour africaine des droits de l'homme ne pouvait que casser cette décision de la Criette qui s'est encore une fois de plus saisie de l'affaire de Sébastien Adjavon qui a été déjà jugé devant le tribunal de Cotonou. Bon. Maintenant, la Cour africaine des droits de l'homme, c'est une cour régionale. Et le Bénin a ratifié et a accepté donc, en ratifiant, a accepté donc de voir donc les décisions de cette cour-là lui être opposables. Donc, logiquement, les décisions de cette cour-là devraient s'imposer de facto à l'État béninois. Et c'est regrettable que l'État béninois ne puisse pas accepter et appliquer les décisions de cette cour sur le cas Ajavon. Donc, c'est tout simplement regrettable et on peut tirer comme conclusion que
Et le Bénin est, depuis un certain moment, devenu un État voyou par rapport à cette question. Ouais, malheureusement. En tout cas, je vais pas le répéter. Nous allons maintenant passer à l'affaire Rekia Madougou, parce que là aussi, après les décisions de la CRIET, l'ONU a réagi. L'ONU a demandé, par exemple, l'annulation a dénoncé la détention de Dame Rekia Madougou. Et je sais que c'est vous, à l'époque aussi, parce que j'ai entendu, je crois, j'ai vu une vidéo comme ça, où vous étiez sur une chaîne internationale où vous dénoncez aussi la même chose. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, c'est justement par rapport au cas Rekiat Madougou que j'ai décidé de quitter parce que c'était très, très flagrant. L'immixtion de l'exécutif dans le judiciaire était devenue très, très flagrant. Et le garde de SO de l'époque, Monsieur Kenom, nous avait donc instruit et donc de placer donc en détention Dame Rekiat Madougou. Et moi, j'ai vu que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder donc le vase. Et moi, j'ai décidé alors de m'en aller. Donc, l'ONU, comme il fallait s'y attendre, a sorti un rapport dans lequel ils ont jugé que cette détention était arbitraire et a demandé donc à l'État béninois de revenir sur sa position et de libérer Dame Rekiat Madougou, mais ce qui n'a pas été le cas. Donc, comme j'ai eu à le dire, le Bénin, depuis un certain moment, ne respecte plus rien. Et aucune décision venant des instances régionales ou internationales n'est plus respectée. Donc, encore une fois, nous sommes devenus un État voyou, tout simplement. En tout cas, entendre parler de son pays de cette façon, j'avoue que ça donne un pincement au cœur parce que apprendre ou bien entendre d'un spécialiste du domaine, d'un juge, que celle qui est enfermée, celle qu'on a arrachée à sa famille, l'a été de façon injuste, j'avoue que, voilà, humainement, ça fait quelque chose. Et ça fait des années qu'elle coupille là, elle a abandonné sa famille, elle a abandonné ses enfants. Si, parce que vous n'êtes pas un avocat, donc on ne peut pas dire que voilà, c'est son avocat qui parle. Vous étiez là, d'accord, vous étiez là, c'est pas comme nous qui étions juste des observateurs. Et entendre des choses comme ça, j'avoue que voilà, ça fait froid dans le dos. Maintenant, revenons, vu que je ne vais pas trop vous poser de questions, ou bien à moins que vous ne voulez vous présenter, vous prononcer par rapport à l'affaire Oui. Joël Aïvo. C'est vrai que, bon, vous n'étiez pas là lors du jugement. Que pouvez-vous nous dire brièvement sur cela avant qu'on ne revienne sur les cas actuels qui ont cours en ce moment? Le cas Joël Aïvo est semblable à celui de Rekiat. L'ONU également s'est prononcée sur cette affaire-là et a demandé la libération purement et simplement de Joël Aïvo parce qu'il s'agissait d'une détention arbitraire, mais l'État s'est comporté encore une fois comme un État voyou et a refusé donc de céder à cette pression internationale. Et je voudrais dire que quand moi je dis que nous recevons des instructions, il y a certaines personnes qui se plaisent à dire que non, que ça c'est que je ne fais que dire des faussetés. Mais il faut prendre par exemple, lorsqu'on considère les cas par exemple de Bertin Corvi et de Pascal Tawes, qui étaient sous mandat d'arrêt, Okay. logiquement, est-ce qu'ils devraient être reçus par le chef d'État sans que la justice les entende? Alors même que dans le cas de Pascal Tawes, il y avait déjà des gens qui ont été jugés, et ça c'est à mon temps, qui ont Okay. été jugés et condamnés comme complices de Pascal Tawes dans une affaire dans une affaire. OK. Je ne refuse pas. Oui. Ce que le chef d'État aurait pu faire dans cette situation-là, il aurait dû tout simplement laisser la justice faire son travail. Il s'est tout simplement immixé. On peut même aller jusqu'à dire qu'il y a eu parjure dans cette situation-là et même essayer de le poursuivre pour
détention de criminels. Il en est de même de choses de Bertin Kovi, qui est Ok, rentré, qui a été reçu par le chef de l'État, je et vois. alors même qu'il était sous le coup d'un mandat d'arrêt. Donc, si, ce qui voudrait dire que ces gens-là ont bénéficié des bonnes grâces du président de la République et contre donc, la justice. Donc, c'est un cas flagrant d'imixion et d'ingérence de l'exécutif dans les affaires judiciaires. Je ne veux pas ici dire que Pascal Tawes ou Bertin Kovi, j'aurais souhaité qu'on les garde, qu'ils soient détenus provisoirement. Non, mais il fallait tout simplement que le chef de l'État, vu que un mandat d'arrêt avait été déjà lancé contre ces personnes-là, et qu'il laisse la justice faire son travail. Et après, il pouvait tout simplement leur accorder sa grâce présidentielle ou Ce qu'il veut. ce serait mieux ainsi. Oui. J'ai juste envie de poser une dernière question par rapport à ce que je viens juste d'entendre. Dites-moi, monsieur le juge, si je comprends bien, il y a des personnalités, ou bien il y a des personnes, des compatriotes qui étaient sous le coup d'un mandat d'arrêt. Sans que le président n'ait prononcé une grâce présidentielle ou bien n'ait prononcé une amnistie, il a reçu ces gens-là, sans Oui, consulter la oui. justice. Sans laisser la justice faire son travail. C'est ce qu'on appelle ingérence. Ok, Donc, c'est mieux connaître le principe de la séparation des pouvoirs. ok. Le Euh, président de la République s'est comporté en juge dans cette situation, ce qu'il ne devrait pas normalement faire. Ça, il s'agit là d'un parjure. d'accord, monsieur le juge. J'avoue que cela me laisse un peu sans voix, d'accord? C'est pas que j'ai quelque chose contre ceux dont nous parlons. Je n'ai jamais souhaité la prison à qui que ce soit, même pas à mes ennemis. Mais cela montre carrément que, bon, l'exécutif est au-dessus du judiciaire. Parce que ça c'est un cas flagrant, comme vous le dites. Mais nous allons continuer, nous n'allons pas nous éterniser sur ça. Dites-nous, monsieur le juge, regardons un peu ce qui s'est passé dernièrement, parce que c'est ça surtout qui m'intéresse. Je prends le cas Steve Amoussou, d'accord? Steve Amoussou, qu'on a été kidnappé, d'accord? Il faut utiliser les mots tels qu'ils sont. On a été kidnappé parce que même le Togo s'est prononcé et a condamné l'irrégularité de ce acte qui a été posé par le Bénin. D'accord? Et j'avoue qu'en son temps, je l'avais aussi condamné parce que ça, un État de droit, un État qui se veut respectable, ne devrait pas se comporter comme ça. Mais le chef de l'État n'appelle pas des jugements, mais bon, il a posé certains actes qui prouvent que, voilà, il aime le passage en force. Mais non, lorsqu'un État, d'accord, c'est pas un individu, c'est un État qui a envoyé de gros bras, kidnappé un compatriote qui est en exil dans un pays étranger et qui le ramène dans le pays de force et que la justice se saisisse de cette affaire-là. Dites-nous, est-ce que c'est légal? Est-ce que la justice peut se saisir d'une affaire comme ça lorsque nous savons tous, et cela n'a pas été nié par le gouvernement, que ce monsieur a été kidnappé? Est-ce que c'est normal que la justice se saisisse de cette affaire? Ça fait un. C'est une question à deux volets. Le deuxième volet de ma question, c'est, une fois que la justice se saisit de l'affaire, malgré que la justice n'a pas eu les preuves que M. Steve Amoussou est bel et bien le monsieur qui faisait des chroniques sous le nom de, je crois, Frère Rouvi, malgré que la justice n'a pas pu montrer, n'a pas pu prouver qu'il s'agit de la même personne, ce monsieur a été condamné à 2 ans de prison. Dites-nous, monsieur le juge, est-ce normal? Parce que nous sommes des néophytes, nous ne savons rien de la justice. Oui, euh, je vous ai suivi encore une fois. Et il faut dire que la justice béninoise ou l'État béninois a agi dans l'illégalité, dans la plus grande illégalité. Parce que normalement, ce qui devrait être fait dans le cas de Steve Amoussou, c'est qu'au nom de la coopération judiciaire qui existe entre le Bénin et le Togo, et si, si au prime abord il y avait eu un mandat d'arrêt, c'est qu'ils allaient solliciter l'État togolais
a exécuté le mandat d'arrêt et maintenant qu'une procédure d'extradition soit menée et que Steve Amoussou soit entendu sur le sol togolais par la justice togolaise et dans la procédure d'extradition. Et c'est au bout de cette procédure-là que l'extradition de Steve Amoussou aurait dû être faite. Mais ce qui n'a pas été fait, ils sont allés donc le chercher, le kidnapper et l'ont amené Manu Militari au Bénin, et donc en violation flagrante donc de la procédure pénale. Donc, au regard donc de cette violation, logiquement, le juge qui avait à charge ce dossier devrait normalement relaxer purement et simplement Siba Moussou parce que la procédure n'a pas été respectée pour violation de procédure. Donc, et maintenant, quitte à l'État béninois maintenant de refaire une nouvelle procédure et d'extradition et de pouvoir prendre Siba Moussou dans les règles de l'art. Donc, c'est ce que je peux dire. Maintenant, les débats qui ont été menés au niveau de la cour de la Criette, bon, je l'ai appris puisque j'étais en exil et j'ai appris que bon, les avocats n'ont pas pu et donc véritablement n'ont pas eu la parole, quel que cela se doit, pour pouvoir donc prouver que Steve Amoussou n'est pas frère Mouvi et on ne leur a pas donc laissé le temps de justifier cela. Et donc, encore une fois, disons que la justice au niveau de la Criette, vous allez le constater, dans la plupart des cas, les décisions ont été rendues par défaut. Donc, les décisions ont été quelquefois même rendues sans que les avocats soient là. Et donc, cela ne m'étonne pas dans cette situation-là. Et lorsque les gens ont des PV de police judiciaire, ils s'en tiennent à ça. Bon, c'est comme s'ils sont une chambre de résonance. La justice est devenue une chambre de résonance, la Criette est devenue une chambre de résonance où tout PV qui vient de la police judiciaire est validé tout simplement. On lui donne une forme judiciaire tout court. Monsieur le juge, lorsque vous parlez de caisse de résonance, la façon dont fonctionne la Criette, les sentiments que cela suscite dans la population, c'est que souvent nous avons des arrestations préventives, le refus d'accès au dossier, même pas des avocats, des procès expéditifs ou par défaut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la violation de la présomption d'innocence. C'est à croire que une fois que vous allez à la Criette, de la Criette, c'est la prison. Mieux encore, lorsqu'on vous prend, on vous laisse d'abord en prison là, parfois en isolement. Et ils reportent les procès à 1 mois, à 2 mois, et ces gens-là croupissent en prison sans même savoir, comment on appelle, ce qu'on leur reproche vraiment. Parce qu'en réalité, comme le disait un de mes invités la dernière fois, on vous arrête d'abord. Et c'est maintenant, en passant dans votre téléphone, en scrollant dans votre téléphone, en fouillant vos mails, vos messages WhatsApp, qu'on trouve maintenant les chefs d'accusation contre vous. Que dites-vous de cela, monsieur le juge? C'est la charrue avant les bœufs. Ce qui devrait se faire normalement, c'est quoi? C'est l'organe d'enquête, donc la police judiciaire devrait normalement réunir un certain nombre de preuves avant même de convoquer ou de procéder à l'arrestation du prévenu, du mis en cause. Mais c'est le contraire qui se fait et on va vous cueillir, on vous cueille, on vous amène et on vous garde à vue. Et c'est maintenant au cours de cette garde à vue-là qu'on commence par réunir par rassembler les faits, réunir les preuves. Et les délais se trouvent alors dépassés, mais comme il n'y a aucun contrôle là-dessus, comme ils ne sont pas inquiétés, donc cela a perdu. Donc c'est dommage, c'est ce que je peux dire. Ok. C'est des faits qui existent. Je vois. Je ne peux pas parler de Steve Amoussou sans mentionner les cas Kandé Kansou.
Julien Kandé-Kansou, Hugues Komlan Sosokwe. Nous allons aller pas à pas sur ces deux-là. Quand je prends par exemple l'affaire Julien Kandé-Kansou, voilà par exemple un compatriote qui a dit, ou qui a publié sur sa page Facebook, qu'en 2026, il y aura une révolution électorale. Et il explique que c'est une façon de dire que, comme en 2021, nous avons eu à peine 28%, parce qu'il faut se dire la vérité, ce n'est pas ces chiffres pompeux qu'on nous a finalement servi, on avait eu à peine 28% pour plébisciter l'actuel président pour un second mandat. Alors, il dit, pour cette fois-ci, le peuple va se lever pour aller voter. Et pour ça, il a été mis aux arrêts pour avoir répété exactement les propos d'un ministre. Il n'a pas déformé, mot pour mot. Un peu comme Ignan Sossou aussi, il est confronté à cette justice-là, à cette criette-là. Et actuellement, il coupille en prison. Mais non, je voudrais qu'en abordant cela, vous nous parlez aussi de l'affaire Sosokwe. Quelqu'un qui avait le titre de réfugié, mais qu'on a été chercher Manu Militari, qu'on a été enlevé. Parce que j'ai lu les rapports du RSF, les Reporters sans frontières, j'ai lu. Quand vous lisez également les rapports de Amnesty International sur notre pays, mais franchement, ça donne de la désolation. Que pouvez-vous nous dire de ces deux affaires-là? Parce que peut-être que c'est... Bon, ceux-là sont étrangers à nous, c'est pourquoi ils le disent. Mais vous, en tant que Béninois, en tant que juge, ayant siégé à cette cour spéciale-là, dites-nous ce que vous pensez de ces deux affaires-là. Oui, je dirais, s'agissant de Julien Kandé-Kansou, que c'est tout simplement les libertés d'expression qui sont bafouées. Et je ne sais pas exactement, certainement, je crois qu'il est poursuivi pour incitation à la rébellion ou quelque chose comme cela. Et si c'est le cas, c'est vraiment c'est déplorable. Et il n'a fait que émettre son point de vue, une opinion, et il ne devrait normalement pas être inquiété par rapport à cela. Qu'est-ce qu'il a dit de grave dans cela? Moi, je n'en trouve pas. Maintenant, j'attends de voir la motivation qui va accompagner le jugement qui sera issu par rapport au cas Julien Kandé-Kansou. Et comment est-ce que le juge pourra motiver sa décision et dire que les propos qu'il a eu à tenir sont des propos qui entrent dans donc, le moule de l'incitation à la rébellion ou bien d'un certain terrorisme, comme ils ont l'habitude de le faire. Je ne sais pas. Maintenant, quant à comme là, Hugues Sosokwe, c'est encore plus grave. Je dirais très grave. Il bénéficie donc d'un droit d'asile. Il est reconnu réfugié par le HCR. Et donc, au titre de cette reconnaissance-là, il ne devrait normalement pas être inquiété plutôt dans les États où il passe. Donc, l'État béninois s'est comporté en grand voyou dans cette situation-là. Et c'est déplorable, encore une fois, et c'est regrettable. Donc, enlever une personne qui est un réfugié reconnu, je ne sais pas quel nom donner à cet acte-là. Et c'est regrettable, ce qui ne devrait pas se faire. La Côte d'Ivoire n'avait pas le droit de le refouler. Et le Bénin n'avait non plus le droit d'aller le chercher tel qu'ils l'ont fait en territoire ivoirien. Il leur suffisait tout simplement d'adopter, de suivre une certaine procédure et de voir si on pouvait retirer donc le droit d'asile comme l'a Hugues Sosokwe, si on pouvait lui retirer donc ce droit dont il bénéficie avant donc de faire quoi que ce soit. Je vois. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Mais monsieur le juge, c'est sûr que certains diront, parce que bon, moi, ils connaissent ma position, quel qu'en soit ce que je vais dire, ils diront que voilà, c'est parce que j'ai toujours critiqué ce qui se passe.
Mais c'est pourquoi j'ai voulu que ce soit un spécialiste du domaine qui se prononce sur ces affaires-là. Parce qu'en réalité, beaucoup disent que ce sont des décisions de justice et ce ne sont pas des décisions politiques, que ce sont des décisions de justice, que vraiment c'est ce qu'il faut. Et on voit même certains ministres, conseillers s'extasier de ces genres de comportements. Que répondez-vous à ceux qui disent que bon, ce sont des décisions de justice et non des décisions politiques? Ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Il faut d'emblée le dire. Et puis, où sont ces décisions de justice dont on parle? Et il n'y a pas eu de décision de justice en l'espèce, parce que lorsque vous violez la procédure, tout tombe. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Lorsque la procédure a été violée, au départ, et on ne peut donc pas parler d'une décision de justice. Une justice, c'est la procédure. C'est la procédure d'abord qui est le soubassement d'une bonne justice. Et sans procédure, donc on est dans de l'arbitraire. Donc, je dirais tout simplement que ces gens-là, ils parlent en politicien et puis bon, quand le politique s'invite dans la justice, on n'a plus la justice. On est dans de l'arbitraire tout simplement. Je vois. Merci beaucoup, monsieur le juge. Mais dites-nous, parce que l'ancien ambassadeur du Bénin près le Japon, il disait, dans une dernière sortie, il disait, le Japon a classé le Bénin parmi les pays, bon, pas rouges, mais jaunes, c'est-à-dire des pays qui ne conseillent pas à ses ressortissants de visiter. Dites-nous, avec tout ce que vous avez décrit par rapport à la justice béninoise, quelles peuvent être les conséquences de ces actes-là, de ces comportements de notre gouvernement sur l'état de droit? Les conséquences, elles sont nombreuses. Donc, d'abord, le fait, la justice, d'abord, c'est quoi? Lorsque la justice, c'est la garantie pour tous, c'est une garantie. Et lorsque la justice d'un pays ne respecte pas les procédures, donc c'est ce qui voudrait dire que nous sommes dans un pays d'insécurité, où tout le monde, c'est comme un pays de non-droit, donc un pays arbitraire. Et tout investisseur qui s'y aventure, c'est tant pis pour lui. Et s'il a un différend avec l'État, donc surtout que la justice est inféodée, l'État pourra donc manipuler à loisir ses juges et il perdra facilement son procès. Et même les garanties régionales que sur lesquelles cet investisseur pouvait compter, telles que la Cour africaine des droits de l'homme ou certaines instances internationales, lorsqu'elles viendront à dire le droit, l'État béninois ne prendra pas en compte ces décisions. Et bon, à quoi bon donc venir s'aventurer dans un tel État? Donc, vous comprenez que aucun investisseur ne voudra venir dans un État où la justice est manipulée et où les décisions de justice régionales ou internationales ne sont pas reconnues. OK. Là, nous sommes en train de parler de justice, donc je vais vouloir qu'on finisse ici d'abord avant d'aller à la politique. Sinon, j'allais vous demander, si vous le dites, j'ai entendu, ou bien bon, en tout cas, nous avons vu qu'il y a beaucoup d'investisseurs privés qui sont à la GDIZ et tout le reste. Ça veut dire que, bon, contrairement à vous, votre façon de voir les choses, ces investisseurs-là se sentent en sécurité. Est-ce que vous pouvez nous dire juste un seul mot là, rapidement? Moi, je dirais tout simplement que ces investisseurs, bon, c'est bien qu'ils soient là. Bon, c'est pour le bonheur du peuple, mais ils ne sont pas en sécurité. Il suffit tout simplement qu'ils aient un petit problème et en avant les dégâts. Il n'y a aucune garantie pour eux parce que la justice n'est pas indépendante. La justice est sous les bottes de l'exécutif et de deux, cette justice-là ne reconnaît pas les décisions des cours régionales ou des cours internationales. Donc, ils sont courageux tout simplement et bon, c'est tant mieux pour le bonheur du peuple béninois. OK, merci beaucoup, monsieur le juge. C'est sûr que mes abonnés m'en voudront si je ne vous demande pas de nous faire des propositions. Selon vous, avec tout le tableau que vous avez peint,
en noir, parce que oui, tout ce que nous avons entendu tout à l'heure, je peux dire que le tableau, quand on parle de notre justice, tout le tableau a été peint en noir. Dites-nous, quelles sont les propositions que vous pouvez faire pour que nous puissions améliorer cet état de choses, c'est-à-dire que le peuple puisse avoir confiance en sa justice. Parce que moi, malgré mon jeune âge, j'ai déjà vu au Bénin des citoyens gagner des procès contre l'État. D'accord. Contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, j'ai déjà vu des citoyens gagner des procès contre l'État. Alors dites-nous, si on vous demandait de faire des propositions pour pouvoir reformer tout cela, dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez suggérer? D'abord, je dirais que la criette est en train d'endetter énormément l'État béninois parce que la plupart des décisions qu'elle est en train de rendre sont des décisions iniques, des décisions arbitraires, des décisions qui n'ont aucun fondement juridique. Donc, presque, d'abord, lorsqu'on prend le cas de Ajabon Sébastien, et on l'a soulevé plus haut, Oui, il a gagné un procès devant la Cour africaine des droits de l'homme. oui, Et cette cour-là a condamné l'État béninois à payer à Javon Sébastien des dommages et intérêts. intérêt. Et je sais qu'il en sera ainsi des autres personnes qui viendront à demander des réparations contre l'État béninois. Donc, il ne sert à rien de toujours maintenir une cour qui est en train de créer des dettes sur le dos de l'État. C'est dangereux. Je vois. Maintenant, si j'ai des suggestions à faire, je commence par là. Oui, Je dirais tout simplement qu'il faut carrément fermer cette cour-là. Il faut la fermer parce qu'elle n'est pas utile à l'État béninois. Elle ne fait que créer plus de problèmes. ok. Et si d'aventure on ne veut pas la fermer, c'est qu'il faut l'intégrer carrément donc dans le système de droit commun, l'intégrer, en faire une chambre qu'on intègre dans les juridictions ordinaires et une chambre de répression des infractions économiques et du terrorisme, puisque, bon, certains juges ont déjà acquis l'expertise en la matière, donc il ne faut pas donc perdre cette compétence-là. Donc on pourrait donc créer une chambre dans les juridictions et pourquoi pas carrément les loger dans la juridiction de Malanville ou sévit dans le nord où il sévit beaucoup plus le terrorisme, puisque c'est leur spécialité. Ouais. Moi, je ne les vois pas utiles, je ne les trouve pas utiles à Porto-Novo, à À Cotonou, Cotonou. parce que tout ce qu'ils prennent comme étant des terroristes ou bien des complices terroristes, moi, bon, ces incriminations-là pouvaient tomber sous d'autres coups, carrément. Je vois. Je Le vois. terrorisme, les terroristes, il faut aller à Kandi, il faut aller à Banikwara, il faut aller beaucoup plus au nord pour les retrouver. Et il faut qu'ils aillent là avec leurs investigations et avec leur expertise pour retrouver les vrais terroristes et puis préserver la paix au Bénin. Donc, voici donc la première suggestion. Okay. L'autre suggestion forte, c'est le CSM. Il faut carrément que l'exécutif quitte ce conseil-là. Il faut carrément que l'exécutif quitte. Et nous aimons trop copier la France. Donc, en France, l'exécutif ne siège plus au CSM. Le président n'y est pas, le ministre de la Justice n'y est pas. Ici, au nom des réformes, on a même encore étoffé le CSM en y mettant encore deux autres ministres, le ministre de l'économie et des finances et encore le ministre de la fonction publique. 4 ministres dans ce CSM avec d'autres personnalités qui sont nommées par le président de la République. Il n'y a que deux juges nommés par leur père, donc ils ne font pas le poids. Même si on craint un certain corporatisme, il vaut mieux que ce soit des personnes beaucoup plus indépendantes et beaucoup plus externes, et que ce ne soient pas des politiques, et que ce ne soient pas des personnes nommées par le chef de l'État. Il faut donc que l'exécutif quitte le CSM et que vraiment
pour que la justice puisse retrouver son indépendance. Donc, au nom donc, de cette indépendance-là, et au nom de la séparation des pouvoirs, il faut que l'exécutif sorte carrément du CSM. Du CSM. Là, oui, là, les juges se sentiront beaucoup plus indépendants. Ils n'auront pas beaucoup plus de comptes à rendre à l'État, à l'exécutif surtout, au président de la République surtout. Ils ne seront pas hostiles comme cela se constate aujourd'hui. D'accord. D'accord. Et par exemple, par rapport à la protection des magistrats, vous proposez quoi? Parce qu'apparemment, les magistrats ont peur. Ont peur parce qu'en fait, on a vu certains magistrats prendre certaines décisions. Tu vois que, bon, en fait, c'est des gens qui ont peur. Ils ont peur de la répression. Ils ont peur peut-être de la haine de l'exécutif et bon, du président, principalement. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ça? Oui, il faut dire qu'actuellement au Bénin, c'est tout le monde qui a peur. Les magistrats ont peur, les journalistes ont peur, le peuple lui-même il a peur, l'opposant a peur, tout le monde a peur. Donc, par rapport à cette peur-là, c'est que c'est la toute puissance de l'exécutif, l'immixtion de l'exécutif dans toutes les affaires qui crée ça. Si l'exécutif n'était pas présent au sein du Conseil supérieur de la magistrature, le juge se sentirait beaucoup plus à l'aise. Plus à l'aise. Imaginez, oui, quelle est la mission du CSM? C'est les sanctions. C'est le CSM qui fait votre carrière karma. Donc, vous ne pouvez donc pas... Et le CSM est encore présidé par qui? Par le chef de l'État lui-même, le président. Et qu'est-ce que vous pouvez dire face au président lorsque un dossier d'un juge est devant donc, le CSM pour un cas de discipline ou bien lorsqu'on va vouloir le sanctionner? La décision du chef de l'État ne sera pas contestée. Si le CSM disparaît du Conseil supérieur de la magistrature, je suis convaincu que les choses iront mieux, les magistrats auront moins peur et bon, les choses vont s'arranger. Ok. Un mot rapidement, avant qu'on ne conclue cette première partie de cet entretien. Que pouvez-vous nous dire rapidement en 2-3 mots de la transparence à la Criette? Il faut faire une suggestion par rapport à la transparence dans les jugements. Pour la transparence dans les jugements, c'est que le code de procédure pénale lui-même, il est bien écrit. Il est bien écrit. La justice, elle doit être dite, donc, la justice est publique. Donc, il y a de la publicité. Et puis, il y a donc les décisions du juge qui doivent être motivées, sérieusement motivées. Et puis, il y a beaucoup d'autres garanties telles que le droit à la défense, le droit... Donc, tous ces éléments-là, si on les respecte, si les juges les respectent, la transparence est au rendez-vous. Mais malheureusement, les juges de la Criette ne respectent pas tout ça. Donc, d'abord, c'est des jugements expéditifs, c'est des jugements sans la présence d'avocats, quelquefois. C'est des jugements où même on a de la peine à avoir la communication du dossier, on refuse aux avocats d'avoir accès au dossier, donc tout ceci, alors même que c'est des choses qui sont écrites dans le code de procédure pénale et le juge devrait normalement les respecter. Donc les juges de la Criette, les super juges piétinent allègrement donc, le code de procédure pénale qui normalement est la Bible ou bien la boussole de tout magistrat. Ne pas respecter le code de procédure pénale, c'est exposer sa décision à toute censure. Et puis, bon, c'est ce qui se passe au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, ou bien lorsque l'ONU en vient à faire ses enquêtes, on dit que bon, les décisions de la Criette ne sont pas des décisions des décisions motivées, ce ne sont pas des décisions qui respectent la procédure, donc elles ne valent pas de la peine. Je vois. Alors, monsieur le juge, merci beaucoup. Vous voudrez bien nous aider à conclure cette première partie de cet entretien. Quelques mots juste pour conclure cette partie justice. Je dirais tout simplement que la justice n'appartient pas à un président.
Elle appartient au peuple. Et quand elle devient une arme politique, c'est toute la République qui vacille. Donc, Je vois. il faut bien prendre de cette justice-là. Je vois. Merci beaucoup. Merci, monsieur le juge. Bien. OK. Chers internautes, nous allons aborder la deuxième partie de cet entretien. Et cette deuxième partie concerne justement la politique de notre pays. Parce que nous avons plusieurs préoccupations en tant que citoyens de ce pays qui aspirent à la paix et qui, en voyant tout ce qui se passe actuellement, les décisions, les lois, se posent certaines questions. Et lorsque nous avons la chance d'avoir un homme de justice, un homme de droit avec nous, on ne peut pas ne pas lui poser quelques questions. Par exemple, sur le parrainage, par exemple, sur les conditions financières et administratives, la composition des organes électoraux, le climat politique et sécuritaire, l'accès inégal aux médias publics. D'accord, parce qu'on a remarqué que voilà, c'est tellement difficile pour une partie, même lorsque ces gens-là prennent leur propre argent pour faire des meetings quelque part. La police vient après quelques minutes, on disperse les gens. Mais quand même, de l'autre côté, que ce soit UPR ou BR, eux, ils sont libres de faire, de s'asseoir, de faire leur meeting avec la population. Contrairement, par exemple, au LD, d'accord? Nous avons aussi, comment on appelle, cette possibilité, cette crainte que nous avons qu'à la dernière minute, parce que c'est des choses que nous avons vues, où on a changé les règles du jeu au cours du jeu, lors des élections municipales ou pour l'élection des conseillers municipaux, on a dû arrêter le processus, on est allé à l'Assemblée changer la loi et tout cela. Alors, lorsqu'on est citoyen de ce pays épris de paix, il est normal que l'on s'inquiète par rapport à ce que nous avons actuellement comme opacité. C'est